maintenant. Manu Piachot, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir sur J'aime la chasse. Bonjour, ravi d'être invité, merci. Merci Manu. Manu, deux petites phrases d'introduction. Vous êtes ethno-anthropo-technologue. Ouf, j'y suis arrivé sans trébucher. C'est un titre et une fonction qui fait naître des points d'interrogation et qui méritera sans doute une petite explication au début de votre intervention. Vous vous êtes fait connaître en France grâce à votre étude du cas du canton de Genève, canton où l'on ne chasse plus depuis 1974, je crois, et vous avez étudié les conséquences, les causes et les conséquences de cette interdiction de la chasse dans le canton de Genève. Votre renommée a donc traversé la frontière, et vous avez même été invité à un congrès de la Fédération nationale des chasseurs, ou une assemblée générale, je ne sais plus ce que c'était exactement. Et évidemment, vous intéressez beaucoup de gens en France, dont moi, et ce pourquoi j'ai eu l'idée de vous interviewer aujourd'hui. Dans un premier temps, Manu Piachot, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est une ethno-anthropo-technologue? Alors, ethno-anthropo-technologue, donc c'est éthologie du comportement des animaux et anthropologie, et je m'arrête sur les techniques de gestion de la faune. Donc, les techniques de gestion de la faune me permettent d'analyser le lien entre l'humain et l'animal. Bon, ben voilà, les points d'interrogation ont disparu. Merci beaucoup, Manu. J'aimerais donc commencer cet entretien et rentrer dans le vif du sujet et avec votre étude sur le canton de Genève. Canton dans lequel on ne chasse plus suite à une votation de 1974. Vous vous êtes intéressé à cela, à la cause de cette interdiction, à ses conséquences. Votre étude est poussée, fouillée, elle est allée loin dans le détail. C'est remarquable. Et je voudrais que vous nous disiez d'abord pourquoi vous vous êtes intéressé à ce sujet. Alors, dans le cadre de mon master d'anthropologie, j'ai réalisé une étude sur les clôtures qui sont mises dans une partie du canton de Genève contre les sangliers. Donc, j'ai interrogé sur les clôtures et on m'a répondu, eh ben, il y a de la régulation. Donc, c'est là que j'ai appris qu'il y avait justement 200 à 300 sangliers qui étaient tirés par année dans le canton de Genève par des gardes de l'environnement, de nuit, avec des fusils à lunettes, etc. Moi, citadine qui avait pas du tout connaissance des chasseurs et du monde de la chasse, et qui était bien contente d'aller promener mon chien sans être gênée par des clowns en orange, je me suis tout d'un coup... je vous le servirai, Manu. Tout à fait. Ben, c'est l'image que j'en avais très clairement à cette époque-là. Et du coup, je me suis rendu compte que quand il n'y avait pas de chasseurs, il fallait engager des fonctionnaires ou, disons, engager des gens pour réguler l'espèce sanglier en tout cas. Et c'est ça qui m'a donné envie de comprendre davantage sur le monde cynégétique. Donc, une fois que j'ai fini mon master sur les clôtures, j'ai été engagée par un chasseur garde auxiliaire du canton de Vaud pour essayer de comprendre quel était principalement l'aspect financier de cette gestion exclusivement étatique de la faune sauvage à Genève. Donc, vous vous êtes rendu compte que l'arrêt de la chasse ne signifiait pas l'arrêt du tir sur les animaux. C'est ça. Nous sommes d'accord. Et donc, il y a même des gens, la définition de la chasse est toute relative à ce niveau-là. Il y en a qui diront ce n'est pas de la chasse qui est fait à Genève. Ben, voilà, ça reste la recherche et le tir d'animaux. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé mon étude Genève sans chasseurs, une gestion sans chasseurs, parce que finalement, c'est une sorte de pratique de chasse qui est très contestée, mais qui reste l'abattage d'animaux pour en fait avoir une production locale de nourriture. Hein, on est bien sur ça. Donc, c'est pour pouvoir avoir une agriculture locale qu'il y a le besoin de tirer certains animaux occasionnant des dégâts. Voilà, parce que les sangliers causaient énormément, et continuent de causer énormément de dégâts à l'agriculture du canton de Genève. Le canton de Genève, c'est assez peu étendu, hein, c'est 28 000 hectares, je crois.
Alors, il y a 3 000 hectares de forêt et 10 000 hectares d'agriculture. Alors, juste un Voilà. détail, c'est que actuellement, je dirais que c'est peut-être un des seuls endroits peut-être en Europe. Donc la population de sangliers est stabilisée à Genève. Donc en fait, on a presque plus de dégâts qui sont causés par les sangliers à Genève, aussi parce qu'ils ont étendu énormément de clôtures. On a 70 km de clôtures qui sont étendues sur une petite partie de notre territoire agricole. Et du coup, grâce à ces clôtures et à des tirs très ciblés qui sont faits de nuit, comme je vous disais, mais maintenant c'est fait notamment sur agrénage en forêt, avec des pièges photos qui envoient des MMS aux gardes qui est dans la zone pour venir tirer l'animal. Donc, grâce à ces techniques très poussées, ils ont réussi à stabiliser les populations de sangliers et du coup, les dégâts sont très faibles, en fait, les dégâts de sangliers actuellement sur l'agriculture genevoise. C'est le pigeon ramier qui crée le plus de problèmes au niveau des tournesols en ce moment. Voilà. On y reviendra plus tard parce qu'il n'y a pas que le sanglier en effet qui cause des dégâts. Vous disiez, Manu, que les tirs étaient effectués maintenant en forêt sur agrénage, une pratique qui est pratiquement interdite en France maintenant parce qu'on considère que ce n'est pas éthique et que la chasse doit avoir un minimum d'éthique. C'est là peut-être que l'on verrait une différence entre ce qui est pratiqué dans le canton de Genève, qui serait plutôt, moi, si je devais le définir, de la régulation plutôt que de la chasse, et une chasse avec un minimum d'éthique telle qu'elle est pratiquée dans beaucoup d'endroits maintenant en France. Qu'est-ce qui a conduit le canton de Genève à adopter cette loi interdisant la chasse? Est-ce que vous pourriez nous en dire deux mots? Voilà, alors en 1972, il y a eu l'interdiction de la chasse le dimanche en Suisse, à Genève, pardon, à savoir que c'est quelque chose qui avait été demandé depuis très longtemps et que nous, donc dans toute la Suisse, c'est interdit de chasser le dimanche en Suisse romande. Donc du coup, c'est quelque chose que tenait absolument la population. Ça a mis beaucoup de temps à venir à Genève, après beaucoup de discussions. En dehors de ça, il y a certaines zones de réserve où il y avait justement une volonté de faire une mise à bande, d'enlever la possibilité d'aller chasser dans ces zones. Ça a mis également énormément de temps et beaucoup d'énervement, de discussions pour que justement ces zones soient mises en réserve et ne soient plus le fief de chasseurs. Et puis, à côté de ça, il y avait une augmentation galopante de la population, de l'urbanisation, du coup une augmentation aussi du nombre de chasseurs avec une diminution du gibier. À ce moment-là, il n'y avait pas de sanglier, on n'était que sur du petit gibier et du coup, on se retrouvait avec assez de gibier par rapport aux chasseurs, des lâchers la veille de l'ouverture et des tirs notamment sur le lac à l'aube, des animaux qui étaient retrouvés au bord du lac et qui choquaient les citoyens. Donc ça a été assez facile d'obtenir l'arrêt de la chasse, c'est-à-dire qu'ils ont en fait mis des panneaux assez forts avec où on voyait le méchant chasseur avec un tout petit lapin qui était un lièvre qui était, ça avait l'air d'être des affiches que malheureusement je n'ai pas pu voir, mais qui étaient assez fortes. Et du coup, ils ont réussi à faire justement la suppression de la chasse. Ça a été voté à 75%, mais par seulement 20% de la population qui se sont déplacés aux urnes. Donc en fait, les agriculteurs, les chasseurs n'y croyaient pas du tout. Et du coup, il semblerait qu'il y ait peu de personnes en fait qui se soient déplacées aux urnes, et surtout ceux qui étaient contre la chasse. Oui, en général, ce sont toujours les plus motivés, les plus idéologues, les plus militants qui se déplacent. La majorité silencieuse en fait souvent les frais. Ce qui est intéressant dans Voilà. ce que vous venez de dire, Manu, c'est que au départ, il était question de n'interdire la chasse que le dimanche. Et puis, petit à petit, la chasse s'est complètement fait grignoter. Je crois que c'est un exemple qu'il faut garder présent à l'esprit pour nous, Français, car une des demandes des opposants, des adversaires de la chasse semble être mesurée, puisqu'ils disent il faudrait arrêter la chasse le dimanche. Non, non, il faut avoir présent à l'esprit qu'au bout du bout, c'est l'interdiction totale de la chasse qui est dans l'esprit, en tout cas, des militants et des idéologues anti-chasse.
Vous disiez Bon, alors aussi, et là, ça c'est... si je Oui, peux me permettre, juste par rapport au dimanche, nous, en Suisse, donc en Suisse romande, par exemple, dans le canton de Vaud, la chasse est interdite le dimanche depuis 1972 et il n'est pas, absolument pas question que la chasse en général soit interdite. Donc c'est quelque chose qui a été reconnu comme un compromis important pour le reste de la population, pour justement qu'il y ait un jour. Alors je sais qu'en France, ce serait compliqué que ce soit le dimanche, mais qu'il y ait un jour dans la semaine où il y ait possibilité d'aller se balader en étant sûr qu'il n'y a aucun endroit des animaux qui sont tirés. C'est quelque chose qui a été très important pour la population et qui a permis probablement l'acceptation à long terme de cette pratique sans trop de revendications. Justement, finalement, nous, on a une très petite minorité et qui a assez peu d'impact sur l'arrêt de la chasse en général. Hein. On parle de l'arrêt de la chasse en général. Et c'est vrai que c'est un compromis qui a été fait et qui permet une très bonne cohabitation des utilisateurs de la nature qui sont conscients que le dimanche, ils ont quand même, au moins ceux qui ont peur, disons, le dimanche, ils sont tranquilles. Euh, en effet, le cas suisse est vraiment différent du cas français. En plus, il y a cette affaire d'usage des propriétés et des forêts qui diffèrent complètement de la Suisse à la France. Vous disiez aussi qu'une des raisons qui ont poussé à cet arrêt de la chasse dans le canton de Genève, c'était peut-être aussi parfois l'attitude des chasseurs, un petit peu trop présents, un petit peu trop irrespectueux de leur environnement, une attitude qui leur a annihilé une partie de la sympathie de la population. Tout à fait. Je pense qu'il y avait. Alors, j'y étais pas, hein, j'étais pas née à ce moment-là, mais il semblerait que justement, il y avait vraiment pas suffisamment de respect peut-être des autres utilisateurs de la nature, et puis un comportement qui n'était pas apprécié des personnes citadines aussi qui se baladent. Nous, on a énormément de citadins. Hein. On est vraiment dans un canton avec une densité monstrueuse. On est à 400 000, on arrive à 500 000 habitants. Mais du coup, même à cette époque-là, il y avait déjà énormément de gens, de citadins notamment, qui se baladaient dans les campagnes. Et c'est là où ça rentrait assez facilement dans le conflit. Alors, est-ce que la charge financière de cette fonctionnalisation de la régulation est importante pour le canton de Genève? Je sais que la Suisse est un pays riche et qu'elle peut supporter des coûts, mais est-ce que ça a un impact quand même important sur les finances du canton? Alors, donc on est pour la totalité, donc prévention des dégâts, régulation, indemnisation, ainsi que le suivi, tout ce qui est fait justement pour la surveillance, la permanence des animaux, etc. On est à 1 million de francs par année. Donc, par rapport au budget annuel genevois qui est de 8 milliards, on est à 0,01% du budget annuel genevois, donc ça n'a aucune incidence financière en fait sur le canton. Maintenant, il faut garder, j'aime toujours rappeler qu'on est sur 10 000 hectares d'agriculture et 3 000 hectares de forêt, surtout 3 000 hectares de forêt qui devrait être en fait l'espace vital naturel de ces animaux sauvages. 3 000 hectares de forêt. Je ne sais pas dans quel département vous habitez et combien d'hectares il peut y avoir de forêt, mais c'est vrai qu'on est sur un mouchoir de poche. Et de savoir que ça coûte déjà 1 million pour ce tout petit endroit, on imagine à quel point ça pourrait être important pour d'autres zones, même le canton de Vaud, qui est aussi un canton suisse. Financièrement, ça aurait des conséquences assez énormes. Oui, voilà, parce que 3000 hectares, dans certaines zones, comme la Sologne, comme la Haute-Marne, c'est la surface d'une chasse. Grande chasse, mais d'une chasse néanmoins. Donc, bien entendu, le cas ne me paraît pas transposable à l'échelle d'un pays comme la France, avec ses 550 000 km². Manu, merci beaucoup pour toutes ces explications à propos du cas de Genève. On voit que les causes étaient bien entendu l'urbanisation, bien entendu le fait que la chasse était de moins en moins acceptée
par une population majoritairement citadine. On a vu aussi, et ça vous l'avez bien souligné, que chasseurs et agriculteurs ne s'étaient pas déplacés pour aller voter et que Ça, c'est important, hein. les conséquences voilà, sont l'interdiction de la chasse depuis 1974. Et je deviens suisse en Voilà. disant 74. Un grand merci de toutes ces explications. De toute manière, je mettrai le lien de votre mémoire visible par tous sur nos réseaux et sur nos lignes d'émission, de manière à ce que les curieux et les gens intéressés, j'invite énormément de gens à s'y plonger, puissent aller le consulter, le lire et en tirer des conclusions. Un grand merci déjà Volontiers. pour cette première explication, Manu. Je voulais aussi que l'on parle, dans une deuxième partie, du cas des bouquetins. Les bouquetins dans le Valais en particulier, parce qu'une décision récente du canton du Valais, il me semble, a interdit la chasse des bouquetins aux étrangers. Je crois que les Suisses donc peuvent continuer à le chasser, mais pourquoi l'interdire aux étrangers? Alors, il y a une émission qui a été faite par Mise au Point, qui est une émission qui fait partie de la RTS, donc Radio-Télévision Suisse Romande, et qui a mis en exergue plein d'aspects très réfutables de cette chasse au trophée du bouquetin en Valais. Alors, ce que je trouve très dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de précision par rapport à toutes ces informations. Et donc, j'ai été la première choquée de voir cette émission, de voir tout ce qui était fait. Il y a beaucoup d'aspects qui sont à remettre en question. Donc, après, moi, je me suis renseignée. J'ai la chance de connaître bien le milieu. Donc, j'ai été me renseigner justement sur ce qu'il en était. Et il y a plein de précisions qui n'ont pas été faites par les journalistes, qui fait que l'image qui en est ressortie était très négative et pas du tout complète de la situation. Vu que personne n'a vraiment expliqué et réfuté ces affirmations, il y a eu une pétition qui a découlé en fait de cette émission de 20 minutes, je précise 17 minutes. Et donc, derrière ça, on a eu 70 000 signatures contre cette chasse au trophée d'étrangers. Et du coup, ils ont laissé un petit peu traîner, étant donné qu'il y avait la votation sur la loi sur la chasse qui était prévue en mai. Il a été décidé que rien n'était dit jusqu'à mai pour ne pas faire des amalgames. Finalement, avec la situation sanitaire, ça a été repoussé au 27 septembre. Donc, du coup, il n'y a rien qui a été dit ni fait concernant ce bouquetin, surtout au niveau de la... pour moi, ce qui est important, c'est de compléter l'information et ne pas rester sur une information partielle qui est faite par les médias bien trop souvent. Et ça, c'est une généralité qu'on peut faire en Suisse comme en France, très clairement. Et du coup... voilà, c'est quelque chose à mon avis, c'est sur ça qu'on doit le plus travailler, en fait, c'est arriver à refaire de l'information, lutter contre la mésinformation, parce qu'on est vraiment face à une information partielle qui est faite au grand public, qui n'a pas la possibilité d'en savoir plus. Donc, du coup, et du coup, ils ont même été nommés, il y a eu un prix pour cette émission, donc elle a vraiment eu un succès fou. Et là, ils ont décidé finalement cet été d'annuler, de supprimer cette chasse au trophée par les étrangers. C'est-à-dire qu'elle va rester, elle va être faite par des Suisses uniquement. Et comme ça, c'était une manière, je pense, pour l'État du Valais de stopper la polémique. Ils en ont d'autres à gérer et du coup, c'était probablement une stratégie politique de se dire on élimine ça et puis ça évite une initiative populaire aussi qui ferait que s'il y avait une initiative populaire qui était acceptée, il n'y aurait plus jamais possibilité où ça serait très compliqué de remettre cette chasse au trophée par les étrangers, alors que là, c'est une décision qui a été faite au niveau des grandes instances de l'État valaisan, mais qui du coup pourrait éventuellement être réversible. D'accord, donc ce n'est pas irréversible. Vous avez dit... Comme beaucoup de choses d'ailleurs, hein. Contrairement à ce qu'on peut croire, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas irréversibles. Donc il faut garder l'espoir toujours. Hein. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste et ce qui est interdit aujourd'hui pourra peut-être être à nouveau autorisé demain ou dans quelques dizaines d'années. Croisons les doigts pour certaines choses en tout cas. Vous disiez qu'une des causes de cette interdiction
était due à une émission de télévision, de la télévision suisse romande, avec des journalistes qui ont présenté quand même de manière très partiale cette affaire-là. Donc des journalistes deviennent plus militants que journalistes et qui ont déformé ou présenté les faits de manière un petit peu biaisée. Ça, c'est quelque chose partiel que nous connaissons, nous aussi en France, je vous rassure, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Mais c'est une réalité, hein, on est vraiment face, on se rend de plus en plus compte. Je me permets juste de préciser parce que c'est fou à quel point on voit que les journalistes eux-mêmes orientent les propos, attaquent aussi souvent les personnes qui parlent de la chasse et les poussent dans leur retranchement, ce qui fait que du coup, les gens se sentent attaqués, deviennent agressifs parce qu'ils sont sur la défensive et ça n'amène rien. Donc en fait, on est vraiment face à un vrai problème au niveau des médias, à mon sens, qui même si on a envie de donner une information, on va dire, plus complète, eh ben, on n'a pas l'écho des médias qui trouvent beaucoup plus intéressant d'alimenter le débat et d'aller dans le sens de ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils voudraient peut-être être entendu par le grand public, ce dont je ne suis pas forcément sûre. Mais en tout cas, il est certain qu'on oriente actuellement les mentalités vers quelque chose qui s'oppose à la chasse. Oui, et c'est quelque chose que nous connaissons donc aussi bien en France. La population de boucan dans le Valais n'est pas en danger. Le tir de quelques vieux mâles ne mettait pas non plus l'espèce en danger. Et certains vont même jusqu'à dire, et je crois qu'ils ont raison, en particulier quand il s'agit d'Afrique, que la chasse au trophée permet paradoxalement de bien conserver certaines espèces. Alors moi, j'ai eu la chance de me déplacer au Cameroun et je me suis rendu compte que dans une zone d'intérêt synergétique, donc justement qui était gérée pour la venue d'étrangers pour des trophées sur ce territoire, était plus giboyante que le parc national qui était juste à côté. Donc ce que j'ai pu me rendre compte, c'est que malgré qu'il y avait des aides supposées ou par exemple du WWF, eh ben, il y avait peu d'argent qui arrivait sur le terrain parce que c'est des grosses organisations aujourd'hui où il y a énormément de niveaux et du coup à chaque niveau il y a pas mal d'argent qui est dépensé malheureusement et du coup ce qui arrive sur le terrain est en fait assez minime et ne permettent pas, en tout cas pour ce que j'ai pu voir dans le parc national à côté duquel j'étais au Cameroun, qui permettent pas en fait rien que d'avoir un matériel suffisant pour les gardes, d'avoir un salaire suffisant pour ces gardes, qui du coup en fait ont tout intérêt, enfin disons même ont comme seule possibilité de collaborer avec les éleveurs, les orpailleurs, les braconniers, pour justement avoir un petit peu d'argent pour les fins de mois. Et du coup, on se retrouve face à une réelle diminution de certaines espèces qui est peut-être moins flagrante dans ces zones d'intérêt synergétique, étant donné qu'il y a une valeur importante de ces animaux au niveau financier par les étrangers, et que du coup, il y a une gestion qui est faite au niveau du territoire, avec énormément de lutte anti-braconnage, qui permet justement en fait de conserver certaines espèces qui probablement n'existeraient même plus s'il n'y avait pas des financements importants qui étaient amenés par des chasseurs étrangers. Donc paradoxalement à ce qu'on peut entendre justement qui fait peur de se dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment riches pour avoir le droit et la possibilité de tuer des animaux qui vont pas forcément très bien au niveau mondial, eh ben, on se rend compte que finalement tuer un animal peut permettre de sauver ou d'avoir un impact très important sur la conservation d'une population entière de cette espèce. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout connu et je pense que c'est primordial aujourd'hui d'arriver à informer sur le fait que la chasse au trophée, lorsqu'elle est bien encadrée, parce qu'on parle bien ici de chasses qui sont bien encadrées et bien réglementées, voilà, donc si ces chasses sont bien encadrées, bien réglementées et bien surveillées, elles ont en fait un effet positif pour la conservation des espèces. C'est le cas ô combien flagrant des rhinocéros blancs et noirs en Afrique du Sud et en Namibie qui ont vu leur population multipliée par 8 ou 10. Voilà, on a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples
d'argent qui a pu être mis en fait grâce justement pour la conservation des milieux et des espèces, grâce aux revenus financiers importants ramenés par ces étrangers. Après, il faut toujours dire qu'il y a une partie qui est censée revenir aux communautés de cet argent aussi, et que quand c'est bien fait, ça permet justement aux communautés d'avoir d'autres revenus, de pouvoir développer des activités, etc. Mais on est quand même souvent face à des pays qui ont de la grosse corruption, et l'argent qui arrive aux communautés doit aussi être surveillé parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc ça, c'est une réalité. C'est un autre problème que nous ne sommes pas là pour aborder. Nous parlons chasse, nous parlons biodiversité. Voilà, non, mais c'était juste parce que, en fait, c'est très important d'inclure les communautés. On est d'accord, c'est toujours, et d'ailleurs, ça va me permettre de rebondir et de faire le lien avec notre réalité en Occident. C'est-à-dire que maintenant, on sait que mettre sous cloche un territoire pour sauver des espèces, ça marche pas. Ce qui marche, c'est d'inclure les pratiquants et les communautés avec leurs pratiques régionales, d'où l'importance des communautés, justement, qu'elles ne soient pas exclues de la conservation, mais qu'elles y trouvent aussi un bénéfice, et puis qu'on arrive justement à avoir des activités qui se développent, même autour de certaines espèces, dans la mesure où elles sont durables. Je fais encore juste une toute petite précision par rapport au bouquetin. Donc, le bouquetin en Suisse, il n'y a pas uniquement les mâles, les gros mâles qui sont tirés. Il y a un plan de tir qui est décidé au niveau de la Confédération, parce que c'est un animal qui n'est pas chassé, mais qui est régulé. Donc, c'est quelque chose qui est fait au niveau de la Confédération. Et la régulation est donnée après aux chasseurs. Et donc, c'est un plan de tir très précis qui est en fait réparti dans les différentes sections du Valais de chasseurs, donc, et c'est tiré au sort, en fait. Donc, du coup, les chasseurs vont avoir la possibilité tout d'un coup de tirer une femelle, un jeune, et c'est une vraie gestion qui est faite à travers le tir de cette espèce, et qui permet d'éviter le développement de maladies comme ça a pu être le cas en Haute-Savoie, qui a fait beaucoup de bruit derrière. Il y a eu des effets et des tirs très importants. Et voilà, donc l'objectif, c'est vraiment de gérer de manière durable cette espèce sur le Val. Là encore, on voit que la protection excessive d'une espèce conduit à l'apparition de maladies et donc à l'éradication dans un ou deux massifs, l'éradication totale de l'espèce, alors que des tirs sélectifs accordés à des chasseurs auraient peut-être permis d'éviter cela. Un grand merci Manu pour ces précisions quant au bouquetin du Valais. Nous allons rester en Suisse car vous avez bientôt une votation, comme vous dites là-bas, assez importante et qui nous intéresse, nous chasseurs français, car il s'agit de la votation à propos d'une nouvelle loi chasse. Je crois que la précédente datait de 85 ou 86, il me semble. 86, oui, tout à fait, 86. Et que donc vous allez rénover un petit peu, mettre un petit coup de peinture sur cette loi de 86. Qu'en est-il exactement ? Donc, la première chose, c'est que c'est une loi. Cette loi s'appelle la loi sur la chasse et la protection des mammifères et des oiseaux sauvages. Voilà. Et en fait, cette deuxième partie est complètement oubliée dans le débat. On parle de la loi sur la chasse, ce qui a fait qu'en fait, il y a eu même un clivage au niveau des discours et des discussions. En fait, c'est une loi sur la chasse, une loi pour la chasse, alors qu'en fait, c'est surtout une loi pour la protection des mammifères et des oiseaux sauvages qui a énormément, qui est clairement l'intérêt des gestionnaires étatiques. Et je suis convaincue aussi des chasseurs. Mais dans l'absolu, cette loi, en fait, amène rien de vraiment positif aux chasseurs, si ce n'est deux points assez importants quand même. La première chose, c'est qu'il y a beaucoup pour la protection des milieux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Il y a donc ça, c'est les deux choses qu'on connaît. C'est qu'il y a cet aspect sur la protection des milieux qui est important. Et puis, il y a un aspect qui est central dans cette loi, c'est le fait il va y avoir la possibilité, il y aurait la possibilité d'avoir une régulation de l'espèce loup, et donc qui permettrait de diminuer un petit peu la pression sur les paysages ruraux. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on discute énormément, enfin qui se discute énormément entre les éleveurs, les chasseurs, etc. Donc ça, c'est clair que ces deux aspects qui sont importants. Après, il ne s'agit pas du tout d'éradiquer le loup, c'est vraiment pas l'objectif. C'est de pouvoir agir sur les populations, diminuer la moitié en fait des jeunes d'une meute
qui serait peut-être proche d'habitations ou qui a un territoire proche. Il y a énormément d'habitants, hein, vous savez, on est un peu comme vous, mais peut-être nous encore plus. Il y a énormément d'habitants partout, hein, c'est très urbanisé la Suisse, et de plus en plus des chalets au niveau des montagnes, il y en a de plus en plus et partout. Et du coup, très vite, en fait, ces animaux sauvages rentrent en contact avec les activités humaines et même avec les zones humaines. Donc, on a vu là pas mal de jeunes loups qui cherchent de nouveaux territoires, qui sont du coup en contact avec qu'on voit en fait, donc ils sont filmés dans des zones qui peuvent être très urbanisées, en dessous d'autoroutes ou comme ça. Donc voilà, je ne vais pas m'allonger sur le loup, c'est pas une espèce sur laquelle je me focalise. Hein. Moi, je suis vraiment sur les espèces chassables. Après, quand on parle des espèces chassables, on est vite entraîné vers le loup. Donc voilà, mais c'est un sujet en soi, hein, le loup, on est d'accord. Donc Bien sûr, tout ça pour dire que, pardon, oui. Allez-y, je vous en prie. Tout ça pour dire que, en fait, par rapport aux espèces chassables, il y a un peu une problématique sous-marin, hein, et j'ai réalisé d'ailleurs un reportage à ce sujet-là sur les chasses aux chiens d'arrêt qui visent le lagopède alpin, le tétralyre et la bécasse des bois. Mon reportage s'arrête principalement sur ces 3 espèces. C'est aussi une chasse qui est faite sur le lièvre chez nous. Et donc, c'est des espèces qui ne se portent pas très bien. Et du coup, la volonté aurait été de la part des référendaires d'éliminer ces chasses sur ces espèces qu'ils considèrent menacées. Donc, c'est des espèces, en effet, dont les populations diminuent, simplement parce que les milieux diminuent. Donc, tout le monde est d'accord que ce n'est pas les chasseurs qui mettent en péril ces espèces, mais pour beaucoup, étant donné que ces espèces ont les milieux qui diminuent, comment est-ce qu'on ose encore tirer sur ces espèces? Et là, c'est moi quelque chose qui m'intéresse énormément. Je peux me permettre de glisser, peut-être je reviendrai après à la loi, mais c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, il est primordial d'arriver à replacer le rôle du chasseur face à ces espèces, parce que c'est des chasseurs qui connaissent très très bien ces espèces, qui connaissent bien l'environnement également où elles sont, et qui du coup sont beaucoup sur le terrain. C'est clairement des sentinelles du territoire. Hein. Ces gens sont là au quotidien, ils ne sont pas là uniquement pour chasser, ils font aussi des comptages. Et du coup, il y a une réelle connaissance de ces espèces et des pratiques qui tournent autour de ces espèces. Et pour moi, c'est un savoir vraiment très important qui existe et qui disparaîtrait avec l'élimination de ces chasses. Donc moi, aujourd'hui, ma volonté, c'est vraiment de m'engager pour discuter et sensibiliser, parler, expliquer ces chasses qui finalement, oui, ne sont pas nécessaires, mais qui sont porteurs d'énormément de savoir, de connaissances, de mœurs, de pratiques qui sont finalement véhiculées d'année en année sur des dizaines et des dizaines d'années, de génération en génération, et en fait, pour moi, c'est vraiment un patrimoine immatériel qu'on perdrait avec ces chasses. Donc, je suis clairement à contre-courant par rapport à ça et par rapport aux naturalistes et éventuellement aussi aux éthologues avec qui j'ai fait mes études, parce que il est considéré aujourd'hui qu'une espèce qui est en difficulté ne doit surtout pas être chassée. Et moi, je suis convaincue que si cette chasse est très encadrée et que les plans de tir sont bien faits, bien surveillés et qu'on adapte certains aspects de ces chasses si besoin pour justement conserver l'espèce, les chasseurs sont les premiers à conserver ces espèces parce qu'ils n'ont aucun intérêt à ce que ces espèces disparaissent. Sinon, ils pourront. Donc voilà, pour moi, et ça, tout le monde peut le comprendre, et je pense que c'est la première chose qu'il faut expliquer, parce que n'importe qui, même un anti-chasse, peut comprendre que si l'espèce disparaît, eh ben, on ne pourra plus chasser. Donc ce n'est pas du tout l'objectif des chasseurs de faire disparaître ces espèces, et c'est vraiment une parole à diffuser de partout, et je pense qu'il faut expliquer, et que la population, enfin les non-chasseurs, dès le moment où ils sont sensibilisés au sujet, arrivent tout à fait à comprendre. C'est pas quelque chose. J'ai pas l'impression de prêcher une parole qui est complètement aberrante. Je pense que c'est une réalité et qu'on n'utilise peut-être pas les bons mots pour parler de ces activités. Il est possible que nous n'utilisions pas les bons mots, mais et que des explications intelligemment conduites permettraient de faire évoluer un petit peu le public. Il y a quand même, en tout cas chez nous,
en France un noyau de gens qui, je dirais, plus par idéologie que par souci de protection de la nature, veulent la fin de la chasse et de toutes les chasses. Mais c'est le cas français et c'est un cas un petit peu particulier. Ils ont énormément de visibilité. Il ne faut pas oublier que finalement, c'est une minorité et qu'en fait, c'est eux qu'on voit et qu'on entend. Et c'est bien le problème. C'est que finalement, comment est-ce qu'on peut avoir un contrepoids face à cette communication importante contre la chasse? Parce que finalement, quand on voit aujourd'hui ce qui s'est passé, les mouvements aussi, les prises de conscience qu'on a eues, la chasse, même les chasses non nécessaires, permettent d'avoir une consommation durable, à long terme et locale, avec des animaux qui ont vécu la meilleure vie qu'ils peuvent avoir. Donc en fait, si on reprend ces valeurs primordiales aujourd'hui, où on est sur du local, du durable, la chasse est vraiment s'ancre carrément dans ces valeurs-là. Donc il faut, on n'est pas très loin en fait. Il s'agit juste d'avoir justement un contre-pied, de trouver les médias prêts aussi à communiquer à ce niveau-là. Et il y a une certaine incohérence chez nos opposants. Ils prônent les circuits courts en matière alimentaire, et je ne connais pas de circuit plus court que le lièvre chassé le matin et mis dans la casserole le soir par le chasseur heureux de sa journée. Merci pour cette explication quant à la votation. Le dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, et de manière un petit peu plus brève, hélas, le temps nous est compté, c'est votre projet que vous êtes en train de commencer à mettre en œuvre, de produire en ce moment, qui est justement, de donner une meilleure image de la chasse et d'expliquer la chasse aux non-chasseurs et essayer de contrebattre la propagande conduite par certains groupes avec la complicité de certains médias dans certains cas. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous dire nous en dire un petit peu plus sur votre projet? Oui, alors, donc on en a déjà parlé un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réussir à trouver les médias qui parlent le plus au grand public. C'est quelque chose qui n'est pas facile. Maintenant, il est certain que les chasseurs sont les premiers acteurs à ce niveau-là et qu'il y aurait peut-être des petites choses toutes simples à réaliser pour arriver justement à communiquer. Je pense que c'est primordial aujourd'hui, et moi c'est vraiment dans ce sens-là que je m'engage, c'est de faire évoluer les mentalités par rapport à la chasse, mais aussi au sein de la chasse. Il est clair qu'il y a encore des pratiques, aussi des propos qui sont inappropriés et qui correspondent plus aux valeurs actuelles de la société. Et donc, mon objectif est de faire évoluer les mentalités des deux côtés. Et je pense que c'est le meilleur moyen, justement, de pouvoir parler de la chasse aujourd'hui, c'est aussi de dire et de montrer et de rappeler que les chasseurs évoluent depuis toujours et que les pratiques de chasse évoluent et s'adaptent aussi aux populations animales, mais aussi à l'évolution du territoire, et que c'est dans ce sens-là que la chasse a toujours son rôle, parce qu'elle est prête et capable de s'adapter à la société comme elle l'a toujours faite. Et il s'agit simplement d'arriver à sensibiliser le grand public et à minimiser en fait le rôle de ces propagandes, comme vous disiez, mais disons des personnes qui s'opposeraient à la chasse. Mais peut-être le meilleur moyen serait déjà de proposer de venir à la chasse. Il y avait, je n'ai pas entendu parler cette année, on est bientôt fin septembre, mais il y avait le dimanche à la chasse. Je sais que ça a été annulé l'année passée à cause d'un malheureux accident en Haute-Savoie. C'était très dommage. À mon avis, ça a été très contre-productif. C'est quelque chose qui est exceptionnel finalement, les accidents. Alors c'est très triste que ça arrive, on est tout à fait d'accord, hein. Mais c'est quand même exceptionnel par rapport au nombre de chasseurs qu'il y a en France, par rapport au nombre de personnes qui se baladent au moment de la chasse. Et finalement, à cause de cet accident à ce moment-là, le dimanche à la chasse a été annulé, et je pense que c'était la pire des choses qui pouvaient être faites comme message au grand public, parce que finalement, c'est à mon avis la meilleure moyen, c'est de faire venir des gens à la chasse, qu'ils aient la possibilité de voir ce que c'est que la chasse, parce que moi je suivais pas mal de chasses et très souvent il n'y avait pas d'animaux morts à la fin. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important et qui n'est pas du tout palpable et pas du tout compréhensible. Comment est-ce que, en fait, la chasse n'est pas juste quelque chose qui tourne autour du fait de tuer? Il ne s'agit pas d'un champ de tir, mais il y a
dépend quelle pratique de chasse, on est d'accord. Mais je pense qu'il y a énormément de chasse, de pratiques de chasse qui incombent beaucoup de choses. Beaucoup, c'est pas que du matériel, c'est pas qu'un chien, mais c'est tout un rapport justement au chien, à l'environnement, à l'animal aussi qui va peut-être être tué finalement. Mais voilà, l'intérêt n'est pas dans le fait de le tuer. Et ça, c'est pas facile à faire comprendre. Les émotions qui sont vécues par les chasseurs eux-mêmes ont souvent du mal à l'expliquer. Et c'est vrai que là, l'audiovisuel est peut-être un moyen que j'ai trouvé pour transmettre peut-être des émotions de chasseurs, de ce qu'ils vivent sur le terrain. Parce que si on ne va pas les suivre, c'est difficile à l'expliquer. Exactement. Mais plus qu'un dimanche à la chasse, je pense qu'il faudrait montrer une année à la chasse, car pour beaucoup de chasseurs, la saison de chasse, l'acte de chasse n'est que l'aboutissement d'un travail effectué tout au long de l'année avec sa société de chasse, avec son ACCA, comme on dit en France, à restaurer des haies, à faire des bandes herbeuses, à entretenir des jachères, entretenir des zones humides, pour que la biodiversité s'y trouve bien et qu'ils puissent aussi, il ne faut pas le négliger aussi, voilà, avoir une saison de chasse dans de bonnes conditions. Mais c'est un travail qui dure plus qu'un dimanche. C'est souvent, pour beaucoup de chasseurs, un travail de longue haleine, effectué tout au long de l'année, par petits bouts, dans sa zone. Et là, les fédérations départementales de chasse, chez nous, font beaucoup dans ce domaine. Elles ne le montrent peut-être pas assez, elles ne le font peut-être pas assez savoir, et c'est bien dommage. De plus en plus, de plus en plus. Et puis, ce qui est, à mon avis, intéressant même dans une journée de chasse, c'est qu'en fait, on peut comprendre tout ça. Parce que quand un chasseur nous explique, bah voilà, j'étais venu il y a un mois, où on se rend compte qu'en fait, il y a justement énormément d'activités qui sont faites en dehors de juste le moment de la chasse. Et je pense que là, il y a cette idée du dimanche à la chasse, mais en fait, localement, chaque chasseur, chaque société aurait la possibilité de dire, ben voilà, on ouvre, allez, finalement, cette année, le mercredi, on ouvre tel mercredi pour tous ceux qui ont envie de voir ce qu'on fait avec le lièvre, ben venez voir. Et puis, ce samedi-là, eh ben, ça va être pour la perdrix. Et puis, en fait, ça permet une sensibilisation sur le terrain à ce qui est fait à la chasse, mais aussi à ce qui est fait tout ce qui est fait en amont et en aval de la chasse. Et je pense que le meilleur moyen vraiment, c'est d'amener les gens sur le terrain. Et ça ne m'étonnerait pas que beaucoup soient en plus conquis et aient envie de se mettre à cette activité. Bon, ils auront du mal à aller à la chasse à la perdrix en Suisse, parce que l'espèce a été déclarée officiellement éteinte, si j'ai bien compris. Mais alors là, moi, je vous parle carrément de la France. Hein. Oui. Oui, je vous parlais de la France parce qu'on n'est pas du tout dans une même situation. C'est vrai que nous, en Suisse, il y a beaucoup moins de contestation par rapport à la chasse, pour plusieurs raisons. Et que là, j'étais vraiment sur le cas français où c'est vrai que vous avez de plus en plus de contestations. On voit des pratiques qui partent les unes après les autres. Et je peux imaginer que les chasseurs ont très peur par rapport à leur avenir. Et notamment les chasseurs non nécessaires. Et c'est bien de ça que j'essaye de parler. Aux animaux, voilà, la chasse non nécessaire, en effet. Manu Cachot, ce fut un plaisir de vous recevoir sur J'aime la chasse. C'est quelque chose qu'il faudra renouveler pour pouvoir aller un petit peu plus en profondeur dans les dossiers. Nous serions ravis de vous avoir à nouveau à l'antenne. C'est quelque chose dont nous discuterons probablement après, mais je suis ravi de cet entretien que nous allons diffuser en épisode sur l'émission Chasse au fur et à mesure de ses parutions et ses numéros. Manu Cachot, encore une fois, un grand merci. Et merci à vous. Super. À très bientôt. Merci beaucoup. Hein. Au plaisir.